Je ne suis archi pas d'accord. Moi, ça fait 3 ans que je me le coltine. Bon, je me suis peut-être un peu chauffé. Sola dit j'accuse, moi je dis je m'excuse. On peut être gaucher sur le podcast ou pas? C'est rajouter une cerise sur un tas de merde, mais ça fait pas un clafoutis. Il a pas sélectionné un quarterback, il a pris un manager de chez Burger King. Il n'a pas de charisme du tout. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Épisode Rewind du Super Bowl 60 qui s'est déroulé déjà il y a une petite semaine. On s'excuse pour le délai d'enregistrement. Les obligations professionnelles des uns et des autres étaient compliquées à gérer la semaine qui vient de s'écouler. Mais voilà, on vous l'avait promis. Il arrive. Et pour débriefer ce match, je suis accompagné par Alexandre. Comment vas-tu ? Salut PA, salut tout le monde. Écoute, ça va très bien. On a passé une très bonne soirée au Bellucci's. Peut-être pour toi un peu plus compliqué, mais parce qu'il y avait un match aussi qui était intéressant à regarder. Et donc ça s'est pas très bien fini pour les fans des Patriots, mais en tout cas c'était cool de voir un petit peu tout le monde aussi, puis de revenir un petit peu sur ce match-là aussi parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc très content de débriefer avec toi. Il semblait que le match de minuit et demi a été compliqué à vivre de mon côté, mais il y avait un match de football européen à 21h qui, semble-t-il, a été compliqué à gérer de ton côté, par contre. Ouais, bah écoute, on peut pas être heureux partout, hein, écoute, c'est pour ça que j'ai plusieurs sports, tu vois. Donc je dispatche un petit peu ma bonne humeur et mon investissement dans plusieurs sports, comme ça, s'il y a une équipe qui va pas très bien, bah, je me concentre sur une autre et puis voilà. Ça, toute mon humeur ne dépend pas d'une équipe. On rappelle que du coup, il y avait le Classico à la française le dimanche du Super Bowl entre Paris et Marseille et que Alexandre est supporter du club de la Canebière et a donc passé une soirée un petit peu difficile parce qu'il y avait quelques supporters du PSG dans la salle où on était au Bellucci's Bar, donc compliqué à gérer. Mais, il y avait Prince, il arrêtait pas de gueuler, Prince de Denver Broncos VFR, là. Je pense lui, c'était compliqué. En plus, il était super content. Donc derrière, c'est compliqué quand tu vois les gens heureux, c'est qui mettent ça face à ton équipe, c'est un peu chiant. Mais bon, on embrasse Prince. Je sais pas s'il était plus heureux par la victoire du PSG ou s'il a plus gueulé sur le concert de Bad Bunny parce qu'il était aussi très très chaud pour les chansons du mauvais lapin. On en parlera pendant l'émission. Mais voilà, donc avant de commencer, n'hésitez pas à nous suivre bien sûr sur toutes les plateformes et tous les réseaux, Twitch, Twitter, Instagram, Facebook, de rejoindre le Discord parce que là effectivement la saison régulière est terminée, mais la off-season commence et a déjà commencé de notre côté parce qu'il y a eu quelques fiches draft qui sont sorties avec Scout Alexandre de notre côté, donc on en a eu 5 ou 6 qui sont sortis, essentiellement des receveurs. C'est ça, on continue les receveurs. On commence à avoir du français et de l'anglais parce qu'Alexandre Nuno est bilingual. On reçoit des messages privés de mecs anglais un peu, donc je me dis ok, on va essayer de faire plaisir un peu outre-Atlantique à ceux qui peuvent pas lire et comprendre le français. Mais et je voulais aussi remercier Scout FR, aussi Misou France qui tient le compte de Missouri France, qui a fait l'affiche sur Kevin Coleman Jr. Qui était donc c'est super cool de sa part d'avoir pris le temps d'analyser le joueur et qu'il l'a très bien fait aussi, je trouve, parce que j'avais un avis assez similaire à ce qu'il disait et vous pouvez retrouver l'affiche sur le drive qu'on a mis dans le channel Discord dédié à cela. Et on a trié par équipe, par position, etc. Donc franchement, c'est assez facile pour s'y retrouver. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu les fiches draft qui continuent. Où on vous abreuve tous les jours, en tout cas tous les 2 jours, on essaye de vous abreuver de fiches draft de qualité intéressantes. Donc voilà. Exactement, et si vous n'êtes pas sur le Discord, on a également épinglé le lien du drive sur notre compte Twitter. Donc pareil, vous pouvez le retrouver, c'est un accès libre bien sûr, vous pouvez télécharger les fiches draft, il me semble, elles sont triées par conférence, par si je dis équipe, pas de bêtises, par équipe, position, voilà. tout ça. Exactement, donc assez facile de s'y retrouver normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout le taf qui est fait. Effectivement, on a également de l'aide extérieure. Alexandre va aussi avoir de l'aide en interne, parce que je vais m'occuper moi des DB et normalement Doug des defensive tackle et de la O-line. Donc voilà, on va charbonner là-dessus en tout cas. C'est ça. Ça va être sympa, hein. Franchement. J'espère on va avoir des bons retours parce que en tout cas, on prend beaucoup de plaisir à le faire. Puis au final, ça augmente aussi un petit peu nos connaissances sur les joueurs qui arrivent. Et tu vois, c'est des connaissances qu'on garde aussi tout au long de la carrière du joueur aussi. Donc, des fois, c'est toujours cool de comparer un petit peu les évolutions de chacun. Et puis on pourra te tomber dessus quand le joueur aura flop alors que tu l'aurais mis deuxième tour, tu vois. C'est le but, hein. Franchement, c'est le but. Hein. C'est le jeu. On prend le risque. Exactement.
Voilà pour toute la partie off-season, mais avant la off-season, bien sûr, il y a eu un match qui nous a tenu en haleine un petit peu. On a eu le sentiment qu'une équipe dominait une autre et ça s'est vu un petit peu à la fin du match où les Seattle Seahawks ont donc remporté leur deuxième Super Bowl de leur histoire, 29-13 face aux New England Patriots. Petit récap de ce qui s'est passé, donc 9-0 à la mi-temps pour les Seahawks, et puis ensuite, du coup, si je dis pas de bêtises, un 20-13 en deuxième mi-temps. Toi, ton impression déjà générale du match, qu'est-ce que tu pensais avant le début du match? Est-ce que tu pensais que les Seahawks allaient vraiment dominer ce match? Est-ce que tu pensais qu'il allait y avoir une rencontre assez serrée entre les deux? Est-ce que finalement ce match a répondu à ce que tu pensais voir en fait initialement? Oui, je pense qu'il a répondu un petit peu aux tendances qu'on avait sur les derniers matchs de playoff et surtout aussi sur la rivalité un petit peu qu'il y a entre les Seahawks et les Patriots depuis cette fameuse interception de Malcolm Butler pour le Super Bowl qui a permis aux Patriots de gagner ce match-là face aux Seahawks. Je pense qu'il y avait un côté aussi très revanchard dans l'esprit des Seahawks qui s'est vu sur ce match. J'ai eu le sentiment en tout cas de voir une équipe qui avait vraiment envie de montrer que c'était, en tout cas d'effacer ce souvenir un petit peu difficile encore à avaler. Et sur ce match-là, écoute, on part du principe que les défenses, c'était vraiment un match quand même assez défensif et que du coup, les offenses on mettent un petit peu de temps à démarrer, en tout cas des deux côtés. Ça punt régulièrement du côté des Patriots et du côté des Seahawks. Ça arrive à avancer un petit peu plus, mais en red zone, ça tousse un peu. Donc, match assez défensif, avec pas mal quand même de punt et quand même de grosses actions défensives, on va en reparler. Mais en tout cas, les dynamiques étaient assez différentes, j'ai envie de dire, parce que les Patriots ont eu quand même un gros calendrier sur les playoffs. Hein. On a souvent vanné les Patriots pour le calendrier de la saison régulière, on t'a souvent vanné toi aussi. Mais je trouve sur les playoffs, ils ont eu quand même des grosses équipes à affronter. Alors même s'il n'y avait pas le quarterback titulaire du côté des Broncos, c'était quand même un match pas facile qu'il fallait aller chercher. Et la défense des Patriots, du coup, durant ces playoffs, était quand même assez monstrueuse, même si pendant la saison régulière, elle était quand même très, très bonne aussi. Mais dans les playoffs, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un step-up qui avait été effectué de ce point de vue-là du terrain. Et celle des Seahawks, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est peut-être la meilleure NFL, très clairement. Donc, sur ce match-là, ils ont répondu présent. Et il y a vraiment eu un côté où l'offense, quand même, des Seahawks a pu, on va dire... dérouler un petit peu le jeu. Je pense qu'un Clint Kubiak s'est adapté aussi à la pression défensive de Vrabel et compagnie. Donc, c'était assez intéressant de voir cette match-up-là parce que pour moi, je trouvais vraiment que c'était la match-up la plus intéressante, à savoir la D-line des Patriots face à cette O-line des Seahawks. Et je trouve que le match a été gagné par la O-line des Seahawks. Et pour moi, c'était un élément très important sur cette victoire des Seahawks durant ce match-là. Ouais, je te rejoins aux trois quarts, on va dire, en grosse partie. Effectivement, ça a répondu aux attentes. Tu l'as évoqué aussi, je pensais moi que la D-line des Patriots allait pouvoir mettre plus la pression sur la O-line des Seahawks. Et en fait, en revoyant le match, parce qu'effectivement, regarder le match à minuit et demi, à un moment donné, tu perds un peu en lucidité. Donc, Alexandre et moi, on a re-regardé le match après coup. Je trouve, et là, on va pouvoir rentrer directement dans le match, mais je trouve que Darnold... On peut dire qu'il en a fait suffisamment, je trouve, moi, personnellement, qu'il a fait un bon match, voire un très bon match. Ça ne se voit pas forcément dans les stats, mais je trouve, par contre, qu'il a réussi à s'échapper de la pression que les Patriots arrivaient malgré tout à mettre. Ce que je veux dire par là, c'est que l'intérieur D-line, on le savait avec Barmore et Milton Williams, on savait que ça allait poser des problèmes à cette O-line. Ils ont réussi parfois à transpercer un petit peu le centre et le garde. Et Darnold, là-dessus, par ses moves, arrivait en fait à échapper à cette pression. Il a eu qu'un seul sac durant le match. C'est pas faute d'avoir vu certains défenseurs des Patriots être dans le backfield et aller toucher quand même Darnold. Donc, je trouve personnellement très bon match de sa part. Il finit avec un seul touchdown, 202 yards, effectivement. Bien aidé par son jeu au sol. Là-dessus, on pourra y revenir parce qu'il paraît qu'il a fini MVP du match. Mais il a sa part de responsabilité quand même, et assez large, je trouve, dans cette victoire des Seahawks, qui a certes a une belle tête de défense, bien sûr, parce qu'ils mettent un touchdown défensif, mais il a fait sa part. On peut lui reprocher le manque de réussite en red zone, bien sûr, parce qu'il y a quand même 5 field goals. Si tu mets un ou deux touchdowns à la place, le score il est déjà bien différent et je pense que l'équipe est à l'abri bien plus rapidement que ce qu'elle l'a été. Mais il a quand même réussi à faire bien avancer les chaînes, quand bien même il y avait, comme je l'ai évoqué, des joueurs des Patriots qui sont venus le titiller pendant les 60 minutes du match.
Ouais, non, totalement. Puis c'est une belle histoire, hein. On le disait même pendant la preview du Super Bowl, c'est quand même l'histoire de la rédemption avec le Bust qui devient champion. En faisant un match quand même assez propre, pas d'erreur. C'est aussi un peu un résumé de ces 2 dernières saisons et de cette saison surtout du côté des Seahawks, à savoir, c'est pas le joueur sur qui tu portes toute une offense. Évidemment, il y a des Jackson Smith et Njigba, on l'a vu Kenneth Walker sur ce match-là, on va en reparler. Mais Sam Darnold est propre, il fait les bonnes lectures, il sait s'échapper de la pression. Moi, il y a plusieurs fois, tu en parlais très bien, plusieurs fois où tu as la pression qui vient de l'intérieur avec Milton Williams, où il y a 2-3 fois quand j'ai revu le match, où tu sens qu'il est frustré parce qu'il n'arrive pas à le saquer. Et Darnold, c'est vraiment sur vraiment un petit mouvement d'épaule, un petit jeu de jambes qui est bien senti. Puis derrière, il arrive à s'extirper. Alors derrière, oui, pas forcément. Des fois, ça faisait un petit peu. Enfin, il lançait la balle et c'était pas complété. Mais rien que le fait de frustrer ce front défensif des Patriots, je pense, a permis aussi à cette équipe des Seahawks d'avoir un ascendant psychologique sur le match. Donc, très, 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 très bon match. En tout cas, très bon match de sa part, d'une propreté sans égale pour l'ami Sam Darnold. Il a loupé quelques receveurs ouverts, je pense à JSN dans le premier quart-temps, effectivement. Mais Le deuxième, ouais, il y en a beaucoup. Hein. donc, Je crois qu'à un moment, il avait 8 targets pour 2 réceptions. Donc, tu sentais qu'il y avait quand même une JSN dépendance sur cette première mi-temps. exactement. Je te propose de rester sur cette attaque des Seahawks avant peut-être de parler de l'attaque des Patriots qui a été, elle, beaucoup plus... Effectivement, on a parlé d'Arnold sur le jeu aérien. Un match énorme. Alors, je vais commencer là-dessus. J'ai trouvé qu'il a été souvent contacté au niveau de la ligne de scrimmage, qui faisait parfois des courses de 1-2 yards, mais en fait, il a aussi eu des big plays, comme on dit, en fait, hein, des actions qui font plus de 10 yards, 15 yards, voire 20 yards. Et c'est là, je trouve, où ça a fait la différence par rapport, et on pourra revenir juste après, à cette attaque des Patriots qui n'a pas réussi de gros jeux, de jeux explosifs. Kenneth Walker, il a porté quand même cette attaque, hein, 27 portées, 135 yards, pas de touchdown à la course. Enfin, il en a fait un, mais qui a été rappelé pour cause de holding du centre. Mais match exceptionnel de sa part. On pourrait revenir sur son titre de MVP. Il n'est pas galvaudé. Je l'aurais peut-être donné à quelqu'un d'autre, mais je trouve qu'il est quand même mérité. Ah ouais, bah tu vois, moi non, moi j'ai vraiment senti que pour moi c'était le MVP, hein. Je trouve dans le premier carton, dans le troisième notamment, c'est dans ces moments-là qu'il a pu sortir, comme tu dis, des courses où il gagne beaucoup de yards. Et comme tu dis aussi, les Seahawks, toute l'année, ont quand même fait confiance à ce jeu au sol. Même s'il n'a pas toujours été efficace, hein, Ouais. et surtout aussi avec la blessure de Charbonnet, où il y a eu un petit moment où ça tatillonnait un petit peu. Mais ils ont vraiment fait confiance à ce jeu au sol toute l'année parce que c'est vraiment la base de leur offense. Et c'est que derrière, après, ils peuvent développer les play action. On l'a vu souvent, on le voit sur le touchdown de Barner. C'est un snap under center où tu as Sam Darnold qui fait une play action et tu as Jay Barner qui est démarqué tout seul alors qu'il est aligné en fullback. Toute la défense des Patriots pense que ça va être une course et au final, il arrive à se retrouver tout seul en end zone. Et c'est ce qu'on a vu toute l'année du côté des Seahawks et de cette offense. C'est la force du jeu au sol, ou en tout cas à savoir respecter ce jeu au sol pour ensuite améliorer ton jeu à la passe. Et surtout, je trouve, durant le deuxième et le troisième quart-temps, l'importance du jeu au sol qu'on a vu en début de match s'est ressentie sur le jeu à la passe, qui était plus respecté et qui, du coup, laissait ouvrir un peu plus de brèches pour Sam Darnold et sur les play action. Donc, c'est à ce moment-là que je trouvais que l'équipe avançait un peu mieux et a pu creuser aussi l'écart, hein, parce qu'à un moment, on est monté quand même à 19-0 après le touchdown donc, du côté de Jay Barner. Mais comme tu dis, Kenneth Walker, pour moi, mérite son titre de MVP parce qu'il a été un peu le moteur de cette équipe tout au long du match. Du côté des Patriots et de l'attaque des Patriots, ça a été un match un petit peu plus compliqué, comme on l'a évoqué. Drake May finit avec 2 touchdowns et 2 interceptions, des stats un petit peu gonflées par le quatrième quart-temps, ce qui finit quasiment à 300 yards à la passe. 6 sacs encaissés pour quasiment 50 yards également. On parlait pour Sam Darnold et son attaque jeu aérien, jeu au sol qui était plutôt bien réparti en termes du nombre de snaps. Là, du côté des Patriots, beaucoup plus compliqué. 18 courses et encore, il y en a 5 de Drake May et certaines n'étaient pas appelées par le coaching staff. 43 passes. On a eu un sentiment d'urgence pour cette attaque qui, pour moi, n'avait pas lieu d'être parce qu'ils étaient menés, on le répète, 9-0 à la fin de la première mi-temps, 12-0 à la fin du troisième quart. Je comprends pas trop l'espèce de panique qu'il y a eu peut-être du côté du coaching staff, notamment du coordinateur offensif, Josh McDaniels, qui a décidé de passer beaucoup par le jeu aérien.
Là où potentiellement, il aurait peut-être fallu insister un petit peu plus au sol pour essayer de fatiguer au maximum, si c'était possible de le faire, bien sûr. Mais cette D-line des Seahawks, qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà du match de Drake May en lui-même et puis de cette attaque en globalité. Du match de Drake May, bah, tu le disais, pas un très bon match, même un mauvais match, on peut le dire, sur cette partie. Beaucoup de fois où il y a des lectures, où des receveurs peuvent être ouvertes, où la fenêtre de tir, tu penses elle est possible et il ne le fait pas. Et peut-être des fois, il garde trop le ballon, des fois, il ne sait pas quand est-ce qu'il faut scrambler. Après, je ne lui mets pas toute la responsabilité dessus. Hein. La O-line a une grosse partie de responsabilité. Surtout qu'en plus, les Seahawks, la défense des Seahawks a très peu blitzé. Je crois 13% de blitz sur ce match. C'est assez historiquement faible sur les derniers Super Bowl en tout cas. Et je crois que sur l'ensemble des snaps, je crois qu'ils ont été, en tout cas la offense des Patriots et Drake May a été sous pression quasiment 50% du temps, alors qu'ils ont blitzé 13% du temps. Donc il y a un moment donné, il y a un problème aussi au niveau de la protection parce que les mecs, s'ils sont que 4 à rusher et que vous êtes 5 à protéger Drake May, c'est que je pense qu'il y a un moment. Alors oui, les joueurs sont très forts, mais il y a un moment aussi où tu dois un petit peu respecter ton niveau de jeu. On sait que malheureusement, Will Campbell est blessé, donc ça aide pas non plus et que c'est aussi un jeune joueur. Donc derrière, ça aide pas non plus pour Drake May de s'installer parce qu'il commence à avoir peur tout au long du match. Mais tu le disais, hein, ils ont abandonné un petit peu le jeu au sol. Alors après, je sais pas si c'est une si mauvaise idée dans la mesure où comment dire, est-ce que tu avais vraiment les coureurs pour faire autre chose? Alors peut-être, tu as tenté de faire des choses, j'ai vu 2-3 courses en troisième quart-temps, je crois, avec Anderson, un petit peu des outside zones qui passaient bien. À la limite, est-ce que tu n'aurais pas plus insisté là-dessus? Je suis Pourquoi d'accord. pas, parce que Anderson, c'est quand même un joueur en mouvement, quand il est en mouvement et quand il arrive lancé, qui est très dur à arrêter. Mais Et c'était une des faiblesses du côté défensif des Seahawks, on l'avait évoqué lors de la preview avec Clément. c'est ça, exactement. Donc, pourquoi pas avoir trop insisté là-dessus? Un peu dommage, parce que ça a marché bien sur 2-3 snaps. Et donc, derrière, ton jeu au sol était un petit peu étouffé par ce front défensif des Seahawks qui était assez monstrueux sur le match. Et surtout aussi, le jeu à la passe avec les erreurs de Drake May, les erreurs de lecture En fait, tu mets trop de responsabilité, je pense, sur ce match à Drake May, parce que tu le fais lancer 43 fois le ballon. Et je trouve que McDaniels aurait dû trouver d'autres moyens pour, on va dire, aller le mettre en confiance, faire des complétions rapides, que ce soit par exemple, je sais pas, sur des screen pass ou sur ce genre de choses, des motions, essayer d'en faire un peu plus de motion pour savoir ce que la défense d'en face va faire et pourquoi pas brouiller un petit peu les pistes. On voit que Kubiak le fait de l'autre côté, pourquoi toi tu le fais pas non plus? Donc voilà, c'est un mélange de beaucoup de choses. Drake May n'est pas le seul fautif, hein, McDaniels l'est également et la O-line aussi. Mais ça explique un petit peu la mésaventure des Patriots sur ce match. En tout cas, malheureusement, le dernier match est le plus important de l'année. Ouais, Drake May nous a fait une belle imitation de Mac Jones. Quel Mac Jones aussi, attends. Bon, celui de toute sa carrière, malheureusement. Ah, Fortuna il a fait des bons trucs, hein, quand même. Bon. Si ça lui permet de décrocher un bon contrat, tant mieux pour lui. Il va prendre son 20 millions l'année, et puis voilà. Tant mieux pour lui. Ouais. Vu les impôts en Californie, il ferait bien. Mais il m'a quand même beaucoup fait penser également au Super Bowl réalisé par Jared Goff en 2019, justement, contre la défense des Patriots, qui, elle, pour le coup, avait beaucoup blitzé sur ce match-là et qui avait mis beaucoup en difficulté le jeune quarterback, qui était Jared Goff à l'époque, et ce qu'est également, finalement, Drake May. Effectivement, tu l'as évoqué, beaucoup de responsabilités et de pression sur ses épaules. On sait aussi qu'il avait une blessure à l'épaule. Alors, à quel point ça l'a gêné ou pas? Lui, en conférence, il dit que ça ne l'a pas gêné, donc très bien. Bon, maintenant, il s'est quand même pris un petit jet d'antidouleur avant le match. Donc, je suppose que ce n'était pas non plus trop réglé. Comme je l'ai évoqué, pour avoir regardé le match et aussi en format All-22, le plan de jeu que McDaniels a pondu, il fait un peu plan de jeu préhistorique. Là-dessus, je suis d'accord. Assez peu de motion, assez peu de courses en extérieur. C'est dommage parce que, comme je l'ai évoqué, c'était la faiblesse du côté de la défense des Seahawks. Mais il y a quand même eu des jeux. Alors, ce qu'on peut reprocher à McDaniels, c'est qu'il y a des jeux qui mettent du temps à se développer. Tu l'as évoqué, la pression arrivait très, très rapidement sur Drake May, parce que la O-line n'a pas fait un bon match. On peut effectivement l'évoquer, bien sûr. Mais il y a eu des jeux où les receveurs étaient quand même ouverts et de manière très large. Et Drake May ne les a pas vus. Donc, effectivement,
responsabilité un petit peu partagée pour toute l'attaque. Et moi, je déplore quand même, malheureusement, de leur côté, un manque d'utilisation sur les running backs, parce que Stevenson, sur le premier drive, le drive d'ouverture, il a plutôt bien avancé au sol. Hein. Le premier jeu, c'est un jeu de course et il gagne 6 ou 7 yards. Donc, il y avait des possibilités et je trouve dommage de leur côté d'avoir abandonné cet aspect-là, parce que Ramondre Stevenson finit avec 7 portées sur tout le match, Anderson 6. C'est trop peu. Dans un Super Bowl, c'est trop peu, comme je l'ai évoqué dans un match où le score n'était pas fait à la fin du troisième quart. Tu l'as évoqué aussi, mené 19-0. Les Patriots sont revenus quand même dans la foulée avec un drive express qui leur permet de revenir à 19-7. Donc même là, il restait encore plus de 12 minutes, parce qu'il marque à la 12e... Enfin, il restait 12 minutes avant la fin du match. Ils reviennent à 2 possessions. Il y avait quand même un petit suspense dans ce match-là et je trouve qu'ils se sont un petit peu précipités, même sur la fin du match. On pourra revenir sur le déroulé du match. Mais avant ça, je voudrais parler des 2 défenses. 2 défenses, on a évoqué celle des Seahawks. On pourra en parler à la fin parce qu'elle a quand même fait un match extraordinaire et pour moi, le MVP se situe plutôt dans cette escouade-là. Mais la défense des Patriots, je trouve, a été quand même héroïque. Il y a un joueur qu'on peut ressortir, c'est Gonzalez. On peut le ressortir parce que c'est des actions highlights. Exceptionnel. Vraiment, c'est 3 passes défendues exceptionnelles. Ouais. Les 2 premières, incroyable. Vraiment, celle sur Shahid au fond du terrain dans le premier carton, elle est magnifique. Hein. Et c'était, pour avoir vu après des insiders ou quoi que ce soit, ou des mecs qui regardent un petit peu ces tapes-là, c'était pas du tout son assignation. C'était une cover 3 et du coup, Shahid rentrait plutôt au milieu de terrain, donc c'était plutôt sur le safety qui avait un peu perdu le jeu des yeux. Et Gonzalez, du coup, dépassement de fonction, comme pour moi, suivre un petit peu plus les Patriots, je sais aussi le niveau qu'il a. Et je trouve ça cool pour lui, en tout cas, d'avoir brillé sur la grande scène. Mais effectivement, une défense quand même qui, je trouve, a très très bien tenu cette attaque des Seahawks, comme on l'a évoqué, beaucoup de fois limitée en end zone sans céder. Il y a ce touchdown d'Edge Barner, à un moment donné, tu peux céder et craquer quand même sur un jeu, et c'est ce qui s'est passé. Hein. C'était, comme tu l'as évoqué, une play action où le linebacker croque vraiment sur le jeu de course et laisse Edge Barner partir dans son dos. Écoute, ça arrive, mais je trouve que sur le reste du match, quand même, ça a été très, très, très solide, et c'est essentiellement grâce à cette escouade du côté des Pats qu'on a eu une incertitude dans ce match-là, parce que si elle avait été un tout petit cran en dessous, bon, je pense qu'à la mi-temps, c'était un petit peu le même sentiment que le Eagles-Chiefs de l'année dernière. Il y aurait eu peut-être 20 points d'écart. Et bon, le match, on aurait pu dire, il est quasiment clôturé. Toi, cette défense, est-ce que, hormis peut-être Gonzalez, est-ce que tu as d'autres joueurs qui t'ont impressionné sur ce match-là, ou c'est toute l'escouade entière qui t'a plu? Moi, petit shout-out au rookie Craig Woodson, qui, je trouve, a fait un top match, notamment sur le run-stop, où il y a 2-3 fois où il va chercher dans le backfield le plaquage pour perte. 3 fois, tu vois, c'est quand même un match, je pense, révélateur un petit peu du talent du joueur, et sur lequel il peut bâtir, enfin en tout cas bâtir là-dessus pour l'avenir, et en tout cas dans votre backfield défensif, il y a de la jeunesse, mais il y a quand même des joueurs de talent, on l'a vu sur ce match. Et je reviens juste sur Gonzalez, le touchdown qui l'empêche pour JSN sur une belle, enfin c'était un beau design de la part de Kubiak, mais lui il se place très très bien pour laisser revenir en fait JSN à l'intérieur et avoir le temps de revenir là-dessus. Ça peut même être intercepté sur cette passe. Ouais. Je crois que c'est fin de deuxième. C'est fin de deuxième, c'est le dernier drive. C'est le drive juste avant la mi-temps. Dernier drive. Donc tu vois, le match aurait pu être totalement différent, comme tu dis. Ça aurait pu déjà être un blowout, déjà 19-0 à ce moment-là, ou au moins. C'était, il y avait 6-0 à ce moment-là. Ok, tu vois, ça aurait pu au moins avoir même plus de quasiment 15 points d'écart. Mais donc, tu as quand même des joueurs comme lui qui ont fait un match d'impact. Et je pense aussi sur cette D-line, Milton Williams quand même avait fait un gros match. Peut-être Barmore un petit peu moins, mais Milton Williams a été dedans. Après, peut-être les pass rushers, je trouvais un peu en dessous des matchs de conférence et des matchs de playoff que vous avez fait. Donc, à la limite, ça peut être un point d'intégration peut-être pour la suite de votre off-season de ce point de vue-là. Mais en tout cas, voilà, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont montré des très belles choses sur ce match, et cette défense des Patriots a beaucoup de cœur. Ça n'en plus douter. Ça, c'est grâce au retour de Robert Spillane. Pourtant, c'est lui qui mange sur le touchdown d'Edge Barner. Je crois que c'est lui qui va mordre. Hein. C'est pas Giddens?
C'est Christian Ellis. Ah, c'est Ellis. Ok. Ouais, ouais. Je pensais que c'était. Et qui dans était cette ce défense, système. tu vois, on peut s'appeler Christian et faire des erreurs, tu vois. T'as Barmore et Gonzalez qui sont au-dessus et Christian Ellis qui a fait une erreur. Bon, ça peut arriver. Du côté des Seahawks, bon, bah, effectivement, match exceptionnel défensivement. Tu as évoqué le peu de pourcentage de blitz de cette défense qui rushait à 4. Par contre, quand ça blitzait, ça faisait pas semblant. Et Ah, non. moi, je voudrais évoquer mon MVP du match, en tout cas. C'est Devon Witherspoon qui a tout fait et tout très bien fait, surtout le cornerback. Donc, 4 tacles et au moins 1 ou 2 sacs sur Drake May. C'est lui également qui est présent. Fumble, ouais. Voilà, Sur de touchdown de Nwosu, ouais. C'est ça. Donc, c'est lui qui est au contact et May a vraiment eu beaucoup de mal à lire ce blitz-là, le corner blitz. C'est arrivé 3 fois, je crois, 3 ou 4 fois où Witherspoon a blitzé et à chaque fois, May a été mise en difficulté. Donc, pour revenir sur Drake May, je pense que c'est un point sur lequel il va devoir travailler pendant l'intersaison parce que nous, devant notre écran, on le voyait clairement que Witherspoon allait blitzer. Alors, il y a 2-3 fois où quand il blitz, franchement, il se place très bien et c'est vraiment sur le limite, juste avant. C'est vraiment une question de timing. C'est il sait que le quarterback regarde plus en sa direction et là, il se positionne, tu vois. Et il y a des moments en fait où il se met en presse limite et après, il voit que le quarterback le regarde plus et là, il y va. Mais c'est tellement intelligent. T'en parlais très bien. Mais moi, Witherspoon, c'est un joueur que j'aime beaucoup depuis sa draft et bon, ça me rend encore plus nostalgique parce qu'on a pris Tyree Wilson et putain, qu'est-ce que je voulais Witherspoon ou même Gonzalez. Donc bref. On va pas remettre le couteau dans le plat, mais en tout cas, voilà, c'est un match exceptionnel de sa part. Et puis, comme tu dis, sur le blitz, il était très important, mais sur la couverture aussi, sur les instincts. C'est un joueur qui est quand même très sticky, qui est quand même au contact très souvent du joueur et tout le temps là où est le ballon. Donc, c'était sa qualité en collège, en université, et aujourd'hui en NFL, c'est sur ça aussi qui fait que c'est un grand joueur et que c'est un des meilleurs cornerbacks de la ligue. Donc, pour moi, tu as raison de le mentionner, énorme match de sa part. Moi, je voulais mentionner aussi Derek Hall, le pass rusher, monstrueux aussi. Il fait un fumble forcé, si je ne dis pas de bêtises, qui est recouvert par Murphy. Ouais. 2 sacs. Vraiment, match à droite ou à gauche, le mec de n'importe où il venait, c'était impressionnant. Pur athlète, on le savait, pareil à sa sortie d'université, mais le développement qu'il a depuis que McDonald est arrivé, c'est impressionnant. Et franchement, sur ce match-là, ça fait un peu sensation, un peu comme des Josh Sweats, tu sais, l'année dernière, quand il fait une belle saison et il va peut-être chercher un contrat. Je ne sais plus si Derek Hall il est éligible ou pas cette année. Non, je crois pas. Je crois qu'il lui reste encore peut-être une saison avant d'être free agent. Mais en tout cas, voilà, c'est le genre de joueur sur lequel peut-être les Seahawks peuvent bâtir l'avenir parce que c'est vraiment un pass rusher qui a montré beaucoup de talent. Je ne sais pas si ce sera un numéro 1 à 15 sacs par an, mais par contre, ce sera un joueur ultra solide dans une équipe compétitive. Donc, énorme match de sa part et pareil, de tout le front défensif, hein, on peut le mentionner, mais tout le front défensif des Seahawks a été impressionnant. Tout le corps de linebacker également. Ouais, match impressionnant. Et en fait, il faut, pour qu'une attaque dysfonctionne, surtout comme celle des Patriots, qui était la deuxième en saison régulière avec le plus de points, même si ça a été bien plus difficile en playoff, bien sûr. Mais il faut aussi une défense qui fasse dérailler un petit peu ça. Et on l'a évoqué, Drake May est passé à côté de son match et j'ai trouvé qu'il a été hors tempo avec ses receveurs. Et je pense que la défense des Seahawks y est quand même pour une très très grosse partie parce que on le savait, c'est une défense qui sans forcément mettre beaucoup de blitz, mais en tout cas fait des stuns dans tous les sens, c'est-à-dire que les DN peuvent attaquer gap A, gap B, c'est-à-dire entre le centre ou le garde et les tackles. On sait que c'est une défense qui fonctionne énormément comme ça et les défenses de Mike McDonald fonctionnent énormément comme ça. Et ça a mis vraiment en forte difficulté cette O-line. Et puis parfois, c'était juste du pur bull rush et ils ont des joueurs aussi adaptés pour ce style de jeu. Donc, ouais. Même le rookie, là, Ryan Mills, qui te fait un bull rush monstrueux sur Jared Wilson. Le rookie également. Et, bah ouais, c'est une des actions aussi du match. Hein. Tu te dis, un mec qui sort un peu de nulle part, qui a été blessé, qui n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. S'il y a même des mégas comme ça en sortie de banc qui peuvent faire des actions comme celle-ci, ouais, laisse tomber, c'est bon. Pour les quelques années à venir, là, ça va être très dangereux. Hein. Ouais. On les oublie pas. Côté special team, on peut dire que les Seahawks ont dominé cet aspect-là, notamment par Michael Dixon, le punter, qui nous a sorti des punts, mais juste
incroyable, très sincèrement. Ça Mhm. renvoyait, comme on dit dans le rugby, ça renvoie dans les 22. Là, c'était même pire, hein, parce que ça renvoyait souvent dans Dans les les 10 yards deux. adverses. Dans les deux. Ouais, c'est arrivé Vraiment dans les sur l'un deux. des derniers drives, ouais, dans les 2 yards. Donc, match exceptionnel de sa part. Et Jason Myers, bien sûr, le kicker, qui fait un 5 sur 5 sur les field goals, qui a permis aussi à son équipe d'engranger des points au fur et à mesure. Donc voilà, match vraiment, vraiment solide de tout le monde finalement. Effectivement, il fallait un MVP dans ce match-là. Un MVP du Super Bowl, c'est revenu sur Kenneth Walker parce qu'il passait 100 yards. Et c'est vrai que quand un running back dans un match comme ça passait 100 yards, c'est plus facile de lui donner le trophée. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il n'y a pas eu du tout de défaut et que les 22 joueurs, sans compter la special team, étaient très très costauds. Ouais, je viens de voir aussi, je repars juste du point de vue défensif, tu vois, David Witherspoon a blitzé 6 fois, il a généré 4 pressions, un Mm. sac et le fumble décisif qui a scellé les matchs. Un joli petit MVP défensif. Ouais, tu vois, s'il avait eu l'interception ou l'une des 2 interceptions, Je pense que c'était lui, ouais. Ça pourrait ouais, être je pense que ça aurait pu être lui. Comme le premier Super Bowl remporté d'ailleurs par les Seahawks, qui faisait partie du quiz que nous avons réalisé au Bellucci's Bar. Le premier Super Bowl remporté contre les Broncos de la part de Seattle, c'était un joueur défensif qui avait été élu MVP du Super Bowl. Pour revenir sur le match, du coup, est-ce que toi, tu as eu le sentiment à un moment donné d'un possible retour des Patriots? Je l'ai évoqué, ils étaient menés 9-0. Il y a eu ce fameux fumble réalisé en fin de 3e quart-temps qui, sur quelques jeux d'après, ont permis aux Seahawks de passer à 19-0 suite au touchdown d'A.J. Barner. Sur le drive d'après, les Patriots reviennent avec McCollins, du coup, qui fait 2 énormes réceptions, dont une pour un touchdown. Ils reviennent du coup à 19-7. Quasiment 3 and out dans la foulée du côté des Seahawks parce qu'il y a un jeu de 10 yards de Kent Walker et ensuite c'est un 3 and out. Il reste 8 minutes. Les Patriots sont dans leur... C'est là où Dixon fait un super punt. Ils sont dans leur 4 yards, je crois, parce que le joueur des Seahawks le touche à ce moment-là. Est-ce que tu as le sentiment que les Patriots peuvent revenir dans le match? À ce moment-là, oui, tu te dis que tout est possible. Puis surtout, alors bien évidemment, même si c'est pas les mêmes joueurs, tu repenses évidemment à ce 28-3 quand les Falcons gagnaient et quand ils ont remonté. Donc, tu te dis, c'est peut-être dans l'ADN de la franchise, on ne sait jamais. Et, malheureusement, après, je crois que c'est sur ce drive-là où il y a l'interception de Julian Love. Donc, Ouais. ça scelle un petit peu déjà le sort du match, entre guillemets, à ce moment-là. Même s'il y a encore une possibilité de revenir juste après, parce que je crois qu'il y a juste un field goal après. Field goal, ouais, c'est 22-7. Tu te dis, bon, 13 possessions quand même, très peu de temps. Et après, c'est vrai qu'en plus, là, les Seahawks avaient commencé à instaurer un peu plus le jeu au sol, à revenir un petit peu aux bases du début de match, Ouais. pour faire tourner l'horloge. Donc, malheureusement, ça paraissait quand même très, très compliqué. Et en plus, on sait, le quarterback jeune, donc c'était un petit peu difficile d'envisager ça, même s'il y a eu un moment où on se dit, pourquoi pas, mais bon, sans vraiment trop de conviction, quoi. Petit jeu pour toi, football fiction. Tu mets Tom Brady à la place de Drake May. Est-ce qu'ils reviennent? Je pense qu'ils reviennent, mais je pense pas qu'ils gagnent. Ok. Tu penses que sur le drive de l'interception, ça peut finir en touchdown et derrière, les Seahawks arrivent à contrôler Franchement, oui. l'horloge? Oui, je pense en vrai. Je pense que ça peut. Bah, après, il faut respecter, tu vois. Oui, non, c'est pour ça. C'est football fiction, c'est ce que j'ai dit. Football fiction, je pense pas qu'ils gagnent par contre. Parce que pas 2 fois, faut pas non plus déconner. mais voilà, tu vois. Je pense qu'ils peuvent revenir peut-être aller à 3 points, 5 points, tu vois. On sait jamais. Je sais plus c'était quoi le score à ce moment-là, mais tu vois, ils reviennent peut-être à 3 points. Ça peut changer les choses. Ok. Moi, je pense qu'ils gagnent. Toi, t'es objectif de toute façon après. Donc, Très, très objectif. Non, mais je pense effectivement, j'ai confiance en Drake May pour l'avenir. Et on l'a évoqué, il est passé à côté de son match. On a eu l'impression là qu'il a vraiment... je sais pas, il a fissuré. Il a fissuré et très sincèrement, ce drive-là où il reste encore 8 minutes, son interception, elle est quand même dommage. Je trouve que le ballon est mal lancé, là où le tracé, pour le coup, est plutôt bien couru de la part de Cal Williams. En fait, pendant la saison, Drake May nous a plutôt habitués à mettre dans les bonnes zones. Là, son lancer, il est quand même pas du tout dans la bonne zone, c'est-à-dire qu'au moment où il lance, et le moment où le ballon atterrit, en fait, c'est le moment où Cal Williams était présent au moment du lancer, en fait. Donc, c'est assez bizarre, oui, cette espèce de non-anticipation du tracé où je ne sais pas ce qui s'est passé, parce que le ballon n'est pas touché, hein, bien sûr. En plus, je crois qu'il y a un autre receveur qui arrive sur un tracé opposé qui revient vers l'intérieur également. Donc, tu vois, tu avais limite même en plus. Tu underthrow trop un peu, tu peux te dire que peut-être ton receveur, il peut l'avoir celui qui est en dessous, quoi. Donc, ouais, je trouve qu'il a joué avec le
L'urgence, en fait, l'urgence de devoir revenir alors qu'il restait quand même du temps. Il sortait d'une énorme course, hein, parce qu'il était mis sous pression. Il fait 20 ou 25 yards à la course, 16 yards, pardon, parce que c'est sa course la plus longue. Un peu dommage. Ça aurait pu être un drive de son côté qui aurait pu marquer un peu les esprits et marquer aussi sa carrière. Écoute, il est passé à côté et on verra la saison prochaine s'il arrive à se remettre la tête à l'endroit. Mais évidemment, on ne met pas toute la défaite sur ses épaules, bien sûr. C'est un sport d'équipe et dans ces cas-là, tu joues en équipe, tu perds en équipe. Mais voilà, il y a eu des éléments qui ont fait que du coup, ça ne l'a pas fait du côté des Patriots. Tu voulais rajouter un élément sur le match ? Non, bah écoute, de toute façon, on a dit à peu près tout. Hein. De toute façon, il y a eu comment ça s'appelle il y a eu l'interception, enfin le retourné pour touchdown, le fumble retourné pour touchdown. Donc à partir de là, c'était plié aussi. Puis derrière, c'était un peu compliqué. Donc écoute, belle victoire des Seahawks. Hein, ils méritent. Ils ont montré une excellente, ils ont fait une excellente saison, une telle résilience aussi. Une équipe qu'on n'attendait pas du tout. Moi, je les attendais pas du tout à ce niveau-là. Hein. Je me rappelle dans les programmes d'off-season, en tout cas dans les trucs d'avant-saison. Moi, je les avais mis assez bas parce que je croyais pas vraiment au développement, en tout cas, de Sam Darnold. Donc, il est vraiment impressionnant et cette défense qui était totalement monstrueuse. Donc, pour moi, c'est la meilleure équipe qui a gagné. Ils ont affronté aussi des grosses équipes de l'autre côté de la conférence, avec les Rams, notamment en finale de conférence NFC qui était assez cool à voir. Peut-être parmi les deux meilleures équipes de la saison, ouais. On a envie de le dire ou pas, non, peut-être. Non, j'ai cru que tu allais sortir un autre truc. Non, vas-y, je te laisse. Le vrai Super Bowl, non, c'est pas ça? Voilà, c'est ça. Non, mais en tout cas, voilà. Les Seahawks méritent concrètement la victoire. Et franchement, c'est magnifique à voir aussi. Bah, ça montre aussi le boulot du GM, Josh Schneider, qui, ça fait plusieurs saisons maintenant, arrive à avoir des très bons hits sur ses draft picks. Et puis à faire très peu d'erreurs. Et tu vois, il s'est séparé de Geno Smith, de Metcalf, on leur promettait l'enfer. Et puis au final, c'est tout l'inverse qui s'est passé. Donc très cool, en tout cas, de ce point de vue-là, de les voir au sommet. Et puis on verra si l'année prochaine, ça continue. Je te rejoins là-dessus. Très beau champion, effectivement. Un peu inattendu, en tout cas en début de saison. Mais c'est vrai qu'à la lecture de la saison, finalement, c'est assez logique par rapport à ça. Ils ont fini premier de la conférence NFC. Hein, donc c'est pas rien. Shout-out du côté de Mac McDonald. Hein. En 2 ans, ce qu'il a réussi à faire avec cette équipe, c'est quand même très, très, très fort. Et puis, tu as évoqué le general manager de John Schneider, qui devient le premier general manager à remporter 2 Super Bowls avec 53 joueurs différents. Sur chaque Super Bowl. 2 équipes différentes, le mec. 2 équipes différentes. C'est fort. Donc, voilà. Donc, très, très fort. Très, très fort de son côté. On l'a évoqué. Il y a eu quelques trades qui ont porté leurs fruits. Hein. Leonard Williams, par exemple, sur la D-line. C'était encore époque, il me semble, Pete Carroll, en plus, à ce moment-là. Donc voilà, une belle construction. Ça doit donner des envies pour d'autres équipes. Ou en tout cas, un axe de travail pour d'autres équipes qui, effectivement, tu peux payer plusieurs millions certains joueurs, mais quand tu draftes bien, ça aide quand même à avoir des bonnes équipes. Puis en plus, ce qui est un peu flippant, c'est que tu te dis qu'ils ont quand même pas mal de cap space cet été. Alors oui, ils doivent re-signer quelques joueurs, bien évidemment, et qu'ils ont encore beaucoup de jeunes. Ils en ont beaucoup à signer. Ouais, c'est ça, mais c'est surtout si je crois que l'année prochaine, ils ont beaucoup de joueurs encore plus. Les Barry Murphy, non, Murphy, ça fait que 2 ans, mais tu dois avoir Witherspoon, pardon. Witherspoon, l'année de Witherspoon. JSN aussi, qui va hit l'année prochaine, du coup aussi, pareil. Draft 2023. Mais en tout cas, voilà, ils ont une équipe aussi qui est bâtie, qui est jeune, qui a faim. Donc aussi, t'as Sam Darnold sous contrat. Moi, la grosse interrogation, c'est qu'ils viennent quand même de perdre leur head coach. Alors, on peut le dire. Moi, je pense le coach offensif. King Kubiak qui vient de partir aux Raiders. Et donc, ça aussi, ça va être une grosse interrogation, à voir qu'est-ce qu'ils vont prendre. Est-ce qu'ils vont faire une prolongation en interne ou est-ce qu'ils vont partir un petit peu à l'extérieur, même si en ce moment, il n'y a pas non plus grand nombre, parce que la plupart des postes ont été remplis, donc il ne reste pas de plus grand nombre de coachs intéressants. Donc je pense que ça va peut-être être une promotion interne. Mais ouais, ça va être la grosse interrogation, parce qu'on l'a vu cette année. Alors ouais, cette offense, c'était pas une offense élite, comme on a vu par le passé. Je pense aux Lions avec Ben Johnson, etc. Mais c'était quand même une des meilleures offenses, en tout cas sur le jeu à la passe, en termes de ratings, etc. Et c'était assez complet. Donc, tu as JSN qui te fait une saison impressionnante de Offensive Player of the Year. Enfin, voilà, il y a quand même beaucoup de satisfaction de ce point de vue-là cette année.
Et tu as quand même, j'ai pas envie de dire un nouveau chantier, mais ça va être des grosses interrogations de savoir si tu arrives à refaire la même chose et si tu arrives à être encore compétitif avec cette équipe-là. La défense, j'ai pas trop de problèmes, c'est l'offense où j'ai un peu plus de doutes, entre guillemets, en fonction des personnes qui prennent. Ouais, bien sûr. Et puis, tu l'as évoqué, le départ de Clint Kubiak, du coup, du côté de Vegas, chez les Raiders. T'es pas à l'abri qu'ils prennent aussi quelques assistants qu'il avait de son côté. Ça parle du coach des receveurs de Seattle qui passe des interviews pour être offensive coordinateur du côté des Raiders. Donc, il peut y avoir quelques départs supplémentaires, effectivement, dans cette partie-là du coaching staff. Donc, ça sera quelque chose à surveiller du côté de Seattle. Pour Sam Darnold, parce qu'on a senti qu'il a été mis dans un bon fauteuil, en tout cas, une attaque qui a fonctionné avec ses qualités. On l'a évoqué, hein, des play action, des screens, etc. Donc, à voir l'année prochaine, mais effectivement, quand tu as un socle défensif aussi important, on a vu des équipes réussir à performer avec des bonnes défenses et des attaques qui étaient peut-être un petit peu moins dedans ou un petit peu plus faibles que les défenses. Donc, ça va être intéressant l'année prochaine, parce que c'est, comme on l'a évoqué, hein, un vainqueur un peu surprise en début de saison en tout cas. Donc, à voir l'année prochaine, je pense qu'ils sont attendus. Ils seront très, très haut dans les différents power rankings d'avant-saison. Donc, ça va être chouette. Ça va être chouette. Mais profitons déjà de la fin de la saison avant d'anticiper le retour de la NFL en 2026, en septembre 2026. Profitons là déjà de la fin de saison, de ce qu'on a pu voir. Voilà pour le match en lui-même. On peut aborder quelque chose qui est plus du côté des people. On peut dire ça. La mi-temps du Super Bowl avec Bad Bunny. Qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, c'est du reggaeton. C'est un style peut-être que tu écoutes ou que tu n'écoutes pas. Moi, j'écoute pas des masses, mais ça peut m'arriver de bouger un petit peu la tête dessus. Après, je vais pas te mentir, je crois que j'étais en pleine discussion avec quelqu'un au Bellucci, je sais plus qui. Et du coup, Pas avec j'étais Prince, quasiment. parce que Prince, on l'a évoqué, il était Ouais, il était en train de danser, lui. Donc, je crois que j'étais avec Maxime à ce moment-là de Broncos FR aussi. Je parle beaucoup avec des mecs des Broncos, hein, je me fais un peu de mal. Mais en tout cas, voilà, on essayait de. J'ai pas du tout suivi quasiment la présentation, je l'ai regardé un petit peu après. Mais en vrai, franchement, je pense du stade, je sais pas si c'est un bon show du stade, mais à la télé, en tout cas visuellement, c'était cool. Il y avait une belle DA et tout. Donc après, si t'aimes bien la musique ou pas, ça aussi, ça change un petit peu le truc. J'avoue, je suis pas dans les concerts du Super Bowl à chaque fois. Voilà. Donc je suis pas un spécialiste. Il y a des gens sur YouTube qui vont le faire aussi, donc ils vont faire des tier lists de Super Bowl. Je crois en plus on l'avait déjà fait. Il y a quelques Je sais plus temps sur la de fête où cela. on avait parlé, mais bon, il y a toujours les 3 devant et puis tout le reste derrière. C'est ça, tu vois. Je préfère à la limite, tu vois, Alex et GG, tout ça, ils sont meilleurs que moi pour en parler. Ils aiment bien faire des tier lists de ces trucs-là, donc on va les laisser faire ça. De mon côté, écoute, je suis pas fan de ce type de musique. Je comprends rien à l'espagnol, donc ça aide pas non plus. Mais j'ai trouvé ça sympa parce que ça faisait longtemps que l'artiste chantait ses chansons quasiment en entier et que c'était pas, tu vois, des medleys de genre 15-20 secondes. Donc je trouve ça insupportable. Là, je trouvais ça plutôt cool. Écoute, pas spécialement de message politique ou en tout cas pas de message direct politique. Oui, un petit peu caché quand même, tu vois. Voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, des messages un peu cachés. Du coup, je trouve ça plus intelligent de le faire comme ça également. Et je pense qu'il y a une frange hispanique qui a énormément apprécié par contre le show quand il a cité tous les pays de l'Amérique, du continent américain dans sa globalité, sans oublier les États-Unis et le Canada. Donc, Il a pas dit la Guyane française? Effectivement, Je crois pas qu'il le dise, hein. c'est possible. Mais en tout cas, voilà, un show impactant pour une communauté très importante, surtout à San Francisco et en Amérique de manière très globale sur le continent américain. Donc, j'ai trouvé ça plutôt cool, très sincèrement. Voilà, effectivement, pour ceux qui aiment danser, je pense que c'est de la musique idéale. Moi, je vous épargnerai mon déhanché qui est assez coincé et pas très souple. Donc, voilà, ça s'arrêtera là de mon côté pour Bad Bunny. On se fera une service plus tard. Ah, ça attendra jamais les deux queens, Lady Gaga et Katy Perry. Moi, en vrai, j'avais bien aimé, c'était Rihanna quand elle était enceinte, je crois. Oh, c'était Après, moi, j'aime bien les musiques de Rihanna, donc je me dis, non, t'aimes bien Rihanna, c'est différent. C'est la queen. Ouais, bon, après, vas-y, peut-être. Voilà pour ce Super Bowl. On va pas oublier de mentionner également tout ce qui s'est passé en amont. De nouveau, un petit shout-out pour France, des Fantasy Ballers, qui a organisé du coup la soirée au Bellucci's Bar dans le 10e, pas très loin de Gare du Nord. C'était très cool. On a rencontré, tu l'as évoqué pendant la mi-temps, toi tu as parlé avec Maxime de Broncos. Franchement, avec tout le monde,
qui tient le GG. podcast, mais c'est vrai, Ouais. avant le match, on t'a vu parler avec tout le monde, un homme de réseau, comme on l'appelle C'est maintenant ça. dans le jargon. Ouais, il y Mais avait Izu dans le chat aussi, il y avait Hotels dans le chat, c'est Vince, je crois, si je dis plus de c'est bêtises. Vince, ouais. Enfin, il y avait beaucoup de gens du chat. Enfin, franchement, c'était super cool. Et même des gens d'autres podcasts aussi. On a vu des gens de chez TDA. On a parlé avec les gars de The Trick Play. On a vu avec les gars du Foot US de A à Z, avec qui on s'entend très bien aussi. Donc, non, Exactement. franchement, c'est trop cool. Et puis, bah, vraiment, merci à France et pour l'organisation. Merci à Alex aussi, à Lala Packers pour les photos, qui sont trop cool aussi. Ouais, c'est cool. Il a pris le temps de bien faire son boulot aussi. Donc, ça, c'était marrant. Puis voilà, une super soirée. Franchement, merci pour leur gars, quoi. Je te rejoins. C'était très cool de pouvoir converser avec tout le monde, avec beaucoup de membres de la commu, que ce soit dans le Discord ou autre. En tout cas, il y avait pas mal de représentants de comptes Twitter FR de certaines équipes. Je pense aux Jaguars, il y avait les Vikings, il y avait Seahawks avec Clément, à qui je passe un coucou parce que voilà, on s'entend bien tous les deux et qu'il était un peu peiné pour moi. Mais voilà, profite. Écoute, ça faisait longtemps que tu l'attendais celle-là, donc c'est cool. Je suis content pour les Seahawks. C'est une très belle équipe et les supporters étaient en nombre au bar, Ouais, c'était beaucoup. Hein. sans compter ceux qui étaient contre les Patriots, mais ceux qui étaient réellement pour les Seahawks, en tout cas, qui supportent cette équipe tout au long de l'année. Il y en avait beaucoup. Donc cool pour eux aussi de vivre cette victoire. Mais voilà, ambiance très bonne enfant, très bonne ambiance. On s'est explosé le bide avec toute la bouffe, voilà, donc c'était un très bon moment. Tu sais, attends, aparté, hein, mais je suis même pas allé chercher mon burger, j'ai complètement zappé. Mec, C'est vrai j'ai mangé, tu sais, il y avait les wings et tout, Alex Ouais, il y a m'a les passé wings. les siennes en plus, donc Alex, merci le sang, hein, mais vraiment, j'ai limite plus faim, j'ai complètement oublié d'aller chercher mon petit burger, donc si jamais France pour l'année prochaine, je le mets sur ma note de l'année prochaine. Hein, T'as le droit à 2 burgers, du coup. J'aurai le droit, du coup, à 2 burgers. Voilà. Je te garantis qu'un seul, déjà, ça cale le bide. Tu m'étonnes. Ou alors c'était le stress du match, je sais pas, j'avais peut-être pas très faim. Mais non, c'était très copieux et ambiance très cool. Salle également très cool, où il y avait vraiment que ceux qui avaient réservé leur place pour le Super Bowl qui ont pu accéder. Donc voilà, c'était vraiment top et super ambiance. On a pu parler avec tout le monde et c'était très chouette. Et c'est bien de s'écrire par écrit sur Discord ou parfois d'être dans les émissions des uns des autres, mais rien ne vaut le présentiel et de pouvoir discuter avec les gens et de pouvoir tourner un petit peu entre les différentes communautés. Donc, super, vraiment top. Carrément. Eh ben, merci beaucoup, Alexandre. Ah, merci à toi. C'était très cool. On clôture cette saison 2025-2026 avec du coup un nouveau champion. Il n'y a pas eu de back-to-back du côté des Eagles, quand bien même ils le souhaitaient de leur côté. On va se retrouver très bientôt pour de nouvelles émissions. On va voir ce qui va se préparer. Il y aura sûrement quelques points sur la free agency qui va s'ouvrir bientôt. Il y aura évidemment les fiches draft qui sont en train d'être concoctées et qui vont sortir. On va essayer de garder un rythme d'une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours, selon aussi les profils et les postes, bien sûr. Il y aura quelques émissions également sur des classements des différents joueurs universitaires qui vont se présenter, savoir comment on les situe à la draft et le niveau par rapport aux positions, que ce soit cornerback, defensive tackle, linebacker, etc. Donc pas mal de choses qui vont arriver. Et puis voilà, de toute façon, on vous tiendra informé à chaque fois des mouvements de l'intersaison et des épisodes qui vont pouvoir être produits. À très bientôt. Merci à toutes et à tous. Encore une fois, désolé pour l'attente de ce rewind de Super Bowl. On sait que vous étiez nombreux et impatients à l'écouter. Ça a pris du temps, mais c'est bon. Il est dans la boîte. Il va sortir dans la foulée normalement. On va faire le montage. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles émissions. Bonne journée, bonne soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et vive le football.